d'États, de peuples, de langues, de cultures, ni même une variation infinie de nuances dans la couleur de la peau de ses habitants. Elle est aussi, et peut-être surtout, une position dans le monde, une position façonnée par l'histoire. Ce qui unit l'Afrique n'est pas seulement une essence, c'est une trajectoire, une expérience partagée, faite de grandeur, de rupture et de dépossession. L'Égypte antique, la Nubie, l'empire du Monomotapa, ce ne sont pas des mythes, ce sont des réalités historiques de puissance, de science et d'organisation. Et plus près de nous, pensez à Kanka Moussa, l'empereur du Mali, dont la richesse et le rayonnement ont marqué le monde méditerranéen. Ou à Bakary II, ce souverain malien qui, bien avant les Européens, a traversé l'Atlantique. Mais notre patrimoine ne se limite pas à ces grandes civilisations. Il inclut aussi nos langues, nos savoirs endogènes, nos arts et nos cultures vivantes, qui doivent être valorisés comme levier de souveraineté intellectuelle et économique. Ce rappel n'est pas un détour par le passé. Il permet de comprendre une rupture, car entre ces expériences de puissance et nos réalités contemporaines, un basculement historique s'est opéré. La traite transatlantique a arraché des millions d'hommes et de femmes au continent, désorganisé des sociétés entières et fragilisé des dynamiques économiques et politiques en construction. La colonisation, ensuite, n'a pas seulement imposé une domination politique, elle a restructuré les territoires, orienté les économies vers l'extérieur et inscrit durablement l'Afrique dans une position subordonnée dans le système mondial. C'est cette trajectoire, faite à la fois de puissance et de dépossession, qui éclaire notre situation actuelle. Les pays africains sont aujourd'hui indépendants. Ils ont leur drapeau, leur hymne, leur constitution. Ils siègent dans les organisations internationales, ils signent des accords, ils votent, mais décident-ils toujours? Cette question n'est pas provocatrice, elle est nécessaire. Comme le rappelait Kwame Nkrumah, l'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion. Ce que nous avons conquis au XXe siècle, nous ne l'avons pas encore entièrement transformé au XXIe siècle. Mais de quoi parlons-nous précisément? La souveraineté. En ce qui nous concerne, nous ne défendons pas un particularisme étroit, mais une demande de réelle pluralisation de l'universel. Nous ne récusons pas l'universel, mais nous contestons sa captation par quelques puissances ou quelques centres moraux qui parlent comme si notre propre trajectoire historique était la mesure de toute civilisation. Le monde a trop souvent confondu universel et occidental, normes communes et hiérarchies imposées. Il y a lieu de distinguer clairement souveraineté et fermeture, en ce que la souveraineté consiste à choisir librement ses normes, ses partenaires et ses priorités sans sortir du dialogue international. Et c'est là le cœur du paradoxe africain, une souveraineté proclamée mais inachevée. Regardons les faits avec lucidité. Nos économies restent largement extraverties. Nous exportons des matières premières. Nous importons des produits transformés. Nos monnaies, pour certaines, demeurent liées à des architectures héritées de la colonisation. Nos budgets publics sont contraints par la dette. Nos politiques économiques encadrées par des conditionnalités. Nos marges de manœuvre souvent étroites, pour ne pas dire inexistantes. Mais il ne suffit pas de réclamer une souveraineté militaire, monétaire ou diplomatique. Il faut aussi revendiquer le droit de produire ses propres catégories d'analyse, ses propres priorités intellectuelles, ses propres lectures du développement, de la démocratie, de la famille, de la culture, de la sécurité et du progrès. Les pays africains ont trop longtemps été parlés par d'autres avant de se parler eux-mêmes. La souveraineté dans ces conditions devient une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. La souveraineté devient ainsi une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Instrumentalisée, vidée de sa substance, transformée en rhétorique
rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom une forme juridique sans épaisseur matérielle, un mot sans pouvoir. Dans ces conditions, elle devient une forme car elle n'est pas par la capacité d'un État à produire des résultats. La sécurité juridique, la discipline budgétaire, la transformation économique, la négociation internationale maîtrisée, la qualité institutionnelle et le respect de la parole publique. Mais s'arrêter à ce constat serait insuffisant, car la souveraineté n'est pas seulement une affaire de structure, elle est aussi une affaire de volonté, et c'est ici qu'intervient le patriotisme qui nous est très cher. Le patriotisme aujourd'hui est souvent mal compris. Soit il est réduit à une posture émotionnelle, à des déclarations enflammées sans lendemain, soit il est instrumentalisé, vidé de sa substance, transformé en rhétorique de légitimation. Or, le patriotisme véritable est tout autre chose. C'est une discipline, une exigence, une capacité collective à accepter des choix difficiles au nom d'un projet commun. Je voudrais ici rappeler, tout à l'heure j'ai parlé de la Révolution française. Une révolution ne se déroule pas sur une année ou sur quelques mois. La Révolution française s'est déroulée sur une longue période. Mais on peut citer la période 1789-1799 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte, avec ses soubresauts, ces périodes extrêmement difficiles. Parce que la révolution démarre après le renversement du système ancien. C'est en ce moment seulement que démarre la révolution. C'est en ce moment seulement que les profils apparaissent, que les gens apparaissent. Parce que le système ancien ne se laisse pas faire. Et dans un monde ouvert et internationalisé, dans ses ramifications aussi bien nationales qu'internationales, il ne se laisse pas faire. C'est après la Révolution que chaque membre de la Révolution se découvre et se fait découvrir en réalité. C'est après la Révolution que beaucoup de porteurs de cette Révolution, dans les moments de conquête, découvrent eux-mêmes qu'ils n'étaient pas prêts pour la Révolution. Aujourd'hui, dans notre pays, le Sénégal, et dans un contexte que tout le monde connaît. Hier, j'ai dit au Conseil des ministres que nous étions déjà en crise. Rien que la dette cachée dont nous avons hérité suffit à considérer un pays comme le Sénégal en crise. Ce qui est venu s'y ajouter avec le contexte international n'est pas la crise, elle est l'aggravation de la crise. Et dans un pays comme ça, beaucoup d'entre nous qui ont opté pour la révolution et donc pour le patriotisme ne sont pas prêts au sacrifice. Et tout le monde réclame tout de suite et maintenant. Tantôt des crises. Cela n'est pas possible et nous sommes là pour faire face, pour dire non, parce que cette révolution n'échouera pas. Et comme l'avait pressenti Frantz Fanon dans Les Damnés de la Terre, le danger des indépendances africaines n'était pas seulement la domination extérieure, mais aussi la reproduction interne des logiques de dépendance. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt qu'un levier d'émancipation, alors le patriotisme devient un mot creux. Cela nous interpelle, nous, chacun d'entre nous. Maintenant qu'on est au contact avec le pouvoir, nos principes et nos valeurs d'hier doivent être ceux d'aujourd'hui. Ils doivent être encore plus. J'ai tendance à dire qu'il n'y a pas de réalité du pouvoir qui vaille. C'est à nous d'insuffler au pouvoir des réalités que nous voulons. Non pas à subir. Il nous faut donc réhabiliter un patriotisme exigeant. Un patriotisme qui ne se contente pas de célébrer la nation, mais qui travaille à la construire. Un patriotisme qui relie les élites au peuple, non par le discours, mais par la responsabilité.
Car il n'y aura pas de souveraineté sans base sociale. Il n'y a jamais eu de souveraineté sans base sociale. Il n'y aura pas de souveraineté sans adhésion populaire. Il n'y aura pas de souveraineté sans ce que l'on pourrait appeler une morale politique collective. Une morale politique du collectif. Lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, notre plus grand défi, c'est la transformation des structures. Ce n'est pas des réalisations matérielles coûte que coûte, ici et maintenant. C'est la transformation des structures qui n'ont jamais été adaptées à nos besoins. Autrement, on aurait largement dépassé les situations de vie. Et donc, lorsque les élites se substituent au peuple sans transformer les structures, et lorsque l'État devient un instrument d'accumulation plutôt que levier d'émancipation, je disais que le patriotisme devient un mot creux. Et c'est pourquoi la transparence, la responsabilité, l'exemplarité des élites doivent être au cœur de notre projet de souveraineté. Sans une gouvernance crédible, aucun patriotisme ne peut durer. Et ce patriotisme pour nous est un patriotisme de responsabilité. Aimer son pays, c'est d'abord le rendre plus juste, plus digne, plus instruit, plus crédible, plus capable de contribuer au monde. Autrement dit, le patriotisme n'est pas l'exaltation verbale du drapeau. Il n'est pas protocolaire. C'est la capacité d'un État à protéger ses intérêts sans mentir à son peuple, sans humilier ses voisins. C'est donc la capacité d'un État à protéger ses intérêts sans mentir à son peuple, même si le discours ne plaît pas, sans humilier ses voisins et sans insulter l'intelligence du monde. Mais cette réflexion ne peut se faire en dehors du monde. Et c'est le troisième axe de mon intervention. Souveraineté, patriotisme, monde. Et le monde, justement, comme l'a rappelé tout à l'heure le conférencier, il change. Nous assistons aujourd'hui à une transformation profonde de l'ordre international. Le multilatéralisme qu'appelle l'Afrique aujourd'hui, M. Boniface, je suis en phase avec vous. Le multilatéralisme qu'appelle l'Afrique aujourd'hui n'est pas un multilatéralisme décoratif où l'Afrique est invitée à applaudir des règles écrites ailleurs, mais un multilatéralisme de correction des asymétries d'une architecture internationale devenue insuffisamment légitime. Le droit de l'Afrique a posé dans la fabrication des normes, la nécessité de réformer la gouvernance mondiale, notamment financière et sécuritaire, et l'obligation de sortir de l'ordre où les dépendances anciennes se recyclent sous des formes nouvelles. Dans ce monde multipolaire, l'Afrique doit parler à tous, travailler avec ceux qui respectent notre agenda et ne plus confondre partenariat avec tutelle. M. Boniface, vous l'avez rappelé, chaque pays, chaque nation doit avoir la liberté de se définir son agenda. Et les agendas imposés ne sont jamais en faveur du pays qui les subit. Et dans ce monde multipolaire, l'Afrique doit privilégier les coopérations sud-sud également, diversifier ses partenaires et créer des alliances stratégiques qui renforcent son autonomie, plutôt que de délasser ses dépendances. L'unipolarité issue de la fin de la guerre froide s'effrite. De nouvelles puissances émergent, redéfinissent les équilibres, recomposent les alliances. Ce que l'on appelle le monde multipolaire est en train de devenir une réalité. Faut-il s'en réjouir? Faut-il s'en méfier? Faut-il en avoir peur? La réponse est simplement les deux à la fois. Car le monde multipolaire ouvre des espaces. Il permet de diversifier les partenariats, de négocier autrement, de desserrer certaines contraintes. Mais il ne garantit rien. Il ne produit pas automatiquement de la souveraineté. Diversifier ou changer de partenaire sans changer de logique, c'est déplacer la dépendance, pas la dépasser. Je vous avais dit depuis très longtemps, pour répondre à la question de Madame, on était encore dans l'opposition quand je vous disais qu'il n'était pas question de changer un drapeau par un autre. Que la souveraineté suppose de pouvoir défendre ses intérêts, de défendre une certaine égalité dans les relations internationales,
et d'appliquer ces règles de manière uniforme à tous les partenaires. Pour ce qui nous concerne, nous, il n'est pas question de changer un drapeau par un autre, ni un parrain par un autre, encore moins une tutelle par une autre. L'histoire nous a appris que les rapports internationaux ne sont pas régis par la morale, ni par les sentiments, mais par les intérêts. Et dans ce jeu, seules les entités capables de définir et de défendre leurs propres intérêts peuvent espérer exister pleinement. La question n'est donc pas de savoir si le monde devient multipolaire, la question est de savoir si l'Afrique sera capable d'y être un acteur et non simplement un terrain. Faire de la croissance, on en parle depuis des années, mais pour qui? Certainement pas pour les Africains et pour l'Afrique. Autrement, on n'aurait pas eu autant de pauvreté et autant de chômage sur notre continent. C'est ici donc que se joue l'essentiel, car la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit, elle se finance, elle s'organise et elle se défend. Construire la souveraineté signifie d'abord produire ce que nous consommons, transformer ce que nous extrayons, maîtriser les chaînes de valeur. Il n'y a pas de souveraineté sans base productive. Il n'y a pas de souveraineté sans base productive. Or, le principal problème de l'Afrique, c'est l'inexistence de base productive. Un secteur primaire vampirisé, un secteur secondaire inexistant et une hypertrophie d'un secteur tertiaire essentiellement marqué par l'informel. Nous ne pouvons pas réussir un développement et encore moins une souveraineté dans ces conditions. Et l'un des préalables incompressibles à la production souverainiste, c'est la juste appropriation ou réappropriation de ressources naturelles. L'Afrique ne peut pas continuer à être le seul continent qui dispose de ressources naturelles sans en bénéficier, ou alors n'en bénéficier que de retombées de miettes. Notre pétrole, notre gaz, notre phosphate, notre zircon, toutes nos ressources naturelles doivent d'abord et avant tout profiter à l'Afrique. Et l'un des pièges dans lesquels on nous a enfermés, et vous comprendrez tout le combat qui est le mien depuis que je suis à la tête de ce gouvernement. Vous m'entendez parler de négociation, de lecture. C'est de prendre en main les ressources qui sont les nôtres, de pouvoir y travailler avec des partenaires, mais dans une coopération qui soit mutuellement gagnante. C'est ça l'objectif de tout ce travail. Et après, on nous dit les conventions ont été signées au nom du droit international, vous ne pouvez plus y toucher. M. Boniface a rappelé tout à l'heure les directives, les conventions des Nations Unies sur le droit des peuples sur leurs propres ressources naturelles. Est-il normal que le Sénégal ne profite pas de son gaz, de son phosphate, et qu'on nous oppose des signatures d'autorités corrompues, excusez-moi du terme, qui ont signé au détriment des intérêts du Sénégal et de son peuple? Cela n'est pas possible. Financer la souveraineté, ensuite, signifie réduire la dépendance aux financements extérieurs, mobiliser les ressources internes, reprendre le contrôle sur les choix budgétaires. Il n'y a pas de souveraineté sous tutelle financière. Et je voudrais dire ici, l'Afrique n'a pas besoin de tout ce débat sur la dette. Que représente la dette africaine à l'échelle mondiale? Nous vivons aujourd'hui une guerre qui a déjà coûté des centaines de milliards de dollars, certainement. Un seul missile patriote pour abattre un drone iranien coûte $1 million. Combien de missiles ont été tirés? Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et ça, ce n'est qu'un exemple, un petit exemple. La dette de l'Afrique ne représente absolument rien. Ce dont l'Afrique a besoin, c'est d'un consensus mondial fort, puisque l'Afrique est le seul continent qui a encore une marge de progression, capable de tirer la croissance mondiale sur les 30 prochaines années, ce que la Chine a été pour les 30 dernières années. Seule l'Afrique a ce potentiel. Est-on prêt à faire ce consensus avec une suspension moratoire sur la dette, un ciblage d'investissement catalytique pour propulser le continent, qui, lui, propulsera le monde au bénéfice de tout le monde? Personne ne le fera malheureusement pour l'Afrique, et il faut que les Africains en soient conscients. Et c'est pourquoi, malheureusement, l'un des principaux problèmes de l'Afrique, M. Boniface a rappelé, est un problème de leadership et d'élite politique et étatique. C'est l'un des principaux problèmes.
de l'Afrique. Pas tous, mais la majorité de nos dirigeants ne savent même pas quoi faire de pouvoir. Pas tous, mais la majorité. Il faut en jouir, il faut le conserver le maximum possible, mais aucune vision et aucune capacité à se regrouper autour de l'essentiel. L'une des formes les plus insidieuses de la dépendance est cognitive. Lorsque les catégories à partir desquelles nous analysons nos propres réalités sont produites ailleurs, lorsque nos politiques publiques sont conçues dans des cadres qui ne sont pas les nôtres, alors nous sommes dépendants sans même nous en rendre compte. La souveraineté est aussi une bataille des idées. Et enfin, la souveraineté signifie s'unir, car aucun État africain pris isolément ne peut peser significativement dans le système international. Aucun État pris isolément ne peut peser significativement dans le système international. L'intégration régionale n'est pas une option, elle est une condition. Mais elle ne doit pas être une simple coordination, elle doit être une mutualisation de puissance, de capacité. Pourtant, les initiatives comme la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, les startups technologiques émergentes ou les projets éducatifs panafricains montrent que nous avons déjà commencé à bâtir une souveraineté économique et cognitive. La ZLECAf peut être un levier historique d'intégration productive, mais sans stratégie industrielle, sans politique de transformation locale, sans États membres individuellement viables, elle risque de devenir un simple espace de circulation des marchandises au bénéfice des acteurs les plus puissants, souvent extérieurs au continent. Elle ne doit pas être un marché ouvert, mais un outil de structuration économique africaine. De la même manière, la CEDEAO doit être consolidée. Les tensions récentes avec des pays de l'Alliance des États du Sahel ne doivent pas conduire à une fragmentation durable de l'espace ouest-africain. Nous avons la responsabilité de reconstruire des passerelles, de recréer du dialogue et d'inscrire ces divergences dans une perspective de recomposition politique plutôt que de rupture. L'avenir ne se construira pas dans la séparation, mais dans la capacité à articuler des visions différentes au sein d'un projet commun. Je voulais dire ici que les pays de la CEDEAO, c'est ensemble, en tant qu'espace CEDEAO,